Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'épisode 9 de la saison 2 du podcast. Je suis Hélène Frébourg. Je suis malade de la fibromyalgie depuis plus de 25 ans et j'explore chaque jour comment mieux vivre avec cette maladie chronique. Je suis coach et auteure. Je suis la créatrice de ce podcast Mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Alors, je partage mon expérience de malade qui vit mieux avec la fibromyalgie. Et puis, avec mes compétences de coach, je t'accompagne sur ton chemin pour que tu trouves des solutions. Alors, j'ai imaginé cette saison 2 comme un premier tour de piste, des questions que tu pourrais te poser pour faire le point sur ta relation avec la maladie chronique et surtout comment tu vis les relations dans ton écosystème de vie. Et la première clé, oui, tout est là, c'est fondamental. Il faut déjà commencer par comprendre qu'on construit soi-même son écosystème de vie avec les choix qu'on fait, les petits comme les grands. Et puis, avec la maladie chronique, on part pour un long parcours, avec des contraintes. Alors, autant commencer par se donner les moyens de s'adapter. Alors, voilà pourquoi. Pour éclairer ton chemin de résilience, dans l'épisode 2, j'avais mis le focus sur la qualité de la relation avec les soignants. Et puis, avec 4 épisodes, on a fait le tour des actions fondamentales dans la vie, avec l'épisode 3, manger, l'épisode 4, marcher, l'épisode 5, dormir et l'épisode 6, travailler. Et puis ensuite, dans l'épisode 7, on a évoqué les maladies en frontières, avec surtout le focus sur le burn-out et la théorie polyvagale, avec la coach Sandra Boré d'Effervescence. Voilà, ça c'est fait. On a déjà fait le tour de 7 sujets essentiels. Tu as donc déjà pu collecter des clés concrètes pour observer ta vie et te poser des questions sur ton écosystème de vie. Alors maintenant, nous allons ouvrir une nouvelle série de 3 épisodes avec les relations. Parce que, justement, un écosystème, c'est d'abord un système de relations. Alors, dans l'épisode 8, on a découvert la clé pour la bonne relation aux autres. Alors, commençons aujourd'hui par faire un autre tour de piste. Les relations avec l'institution. Mais c'est quoi l'institution pour un malade chronique ? Tu vas me dire, mais c'est quoi l'institution ? De quoi elle parle ? Bon, alors, on connaît forcément la sécurité sociale. En France, c'est la CPAM pour les salariés ou la MSA pour le secteur agricole. Et puis, les fonctionnaires, les militaires, les indépendants et d'autres catégories ont leur caisse spéciale. On ne va pas rentrer dans tout ça ici, mais quand je parle de la sécurité sociale ou de l'assurance maladie, c'est au sens large. Et quand je cite spécifiquement la CPAM, c'est parce que ce sera spécifique à la CPAM. C'est donc l'assurance maladie qui rembourse une partie des frais médicaux et ensuite, tu prends une assurance complémentaire privée, une mutuelle, qui permet de compléter en partie les frais. Et dans ce système de remboursement de l'assurance maladie, il y a la fameuse ALD. Alors, la définition, c'est ALD, affection longue durée. C'est une maladie chronique à caractère grave qui peut être exonérante, c'est-à-dire prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Bon, d'accord. Et puis, il y a les ALD non exonérantes. Ça veut dire que ce n'est pas remboursé à 100%, mais quand on dit ALD, ça veut dire qu'il y a un protocole de soins qui permet déjà de signaler que tu n'as pas une otite ou une cheville cassée, un problème ponctuel, mais bien une maladie qui dure plus de
6 mois. Voilà, c'est déjà une étape, une ALD non exonérante. Et est-ce que la fibromyalgie est une maladie grave? Non, on n'en meurt pas. Il y a une liste de 30 maladies exonérantes et autant le dire tout de suite, la fibromyalgie ne fait pas partie de cette liste ALD 30. Et ça fait l'objet de débats depuis de nombreuses années. Des députés et des associations défendent l'inscription à cette liste ALD de la fibromyalgie et puis pareil pour d'autres maladies inflammatoires. On entend beaucoup parler de l'endométriose en ce moment. Bref, tout cela fait partie du débat démocratique et sanitaire. Au passage, si tu lis correctement les textes d'information sur tous ces sujets, tu pourras noter que le patient en ALD non exonérante, qui est en arrêt prolongé, en arrêt de travail prolongé, peut percevoir des indemnités journalières pendant 3 ans. Au-delà, l'assuré passe automatiquement en invalidité. Dans mon histoire, si tu as lu mon livre ou écouté la saison 1 du podcast, tu sais que j'ai été diagnostiquée fibromyalgie en 2002. Et puis 6 mois plus tard, avec l'ALD exonérante. Parce qu'à l'époque, j'avais une dépression. Et le premier diagnostic a été une dépression à la suite du choc, du décès très brutal de ma mère en 2001. Ça va faire 20 ans. La fibrose s'est révélée après. Et donc, mon ALD a été enregistré avec la dépression qui, elle, fait partie de l'ALD 30. Et le protocole de soins, très détaillé, a évolué au fur et à mesure. Et mon ALD a toujours été renouvelé jusqu'en 2016. Je te dirai plus tard ce qui s'est passé en 2016. Par contre, j'ai été 3 ans en arrêt maladie de 2006 à 2009. Et je n'ai pas été mise en invalidité, comme l'info officielle qui dit qu'au bout de 3 ans d'arrêt maladie, hop, direct invalidité. J'étais à la MSA à cette époque-là, puisque je travaillais dans un organisme agricole. Et la MSA m'a sorti de l'arrêt maladie à 2 ans et 10 mois, juste pile 2 mois avant les 3 ans. Alors, j'ai pris mon cheval de bataille, j'ai fait appel avec des avocats et tout le bazar, et puis je décolérais pas, et nanina. Et finalement, je me suis retrouvée avec 6 mois sans aucune allocation, car ils ont arrêté de payer l'arrêt maladie. Pendant tout le délai des contestations, ça a pris plus de 6 mois, je n'avais plus de ressources. Et comme finalement le jugement du tribunal de la sécurité sociale a rejeté ma demande, il n'y a pas eu de retard à rattraper. La seule solution, c'était que je devais aller à Pôle emploi. J'étais dans une colère et puis avec des gros problèmes d'argent, sans rien pendant 6 mois. Et franchement, je n'étais pas en état de chercher du boulot, j'étais vraiment malade. Ah bah voilà, ça c'est une sacrée belle spirale négative. Et autant te dire que rétrospectivement, je pense que j'ai fait le mauvais choix. À ce moment-là, c'était vraiment très très contre-productif, pour pas dire très con, de me battre contre la MSA. J'ai perdu beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de temps pendant cette période qui m'a foutu en l'air quasiment 1 an. Parce qu'après, il a fallu s'en remettre. Ma maladie avait repris le feu. Et si j'avais fait une autre analyse de la situation à l'époque, j'aurais fait le choix de préparer mon retour au travail, parce que j'avais été licenciée pendant mon arrêt maladie. Ça, c'est une autre histoire. J'aurais dû aller voir un coach pendant cette 3e année d'arrêt maladie et travailler sur la question de mon emploi. Comment reprendre? Comment adapter mon emploi? Ça m'aurait coûté moins cher de payer un coach, alors que je me souviens très bien qu'à cette époque-là, je ne voulais pas dépenser pour ma maladie. Et j'attendais tout de la MSA, tout de la sécurité sociale. J'aurais anticipé la transition de la fin de l'arrêt maladie et anticipé mon retour en emploi. Franchement, ça aurait été plus constructif. Voilà, c'est exactement pour ça que j'ai décidé de devenir coach et être là maintenant dans ce podcast pour te dire à toi tout ça et d'arrêter de perdre du temps à vous battre contre les moulins avant. Ah oui, l'autre jour, j'ai vu une jeune femme sur Instagram se plaindre que sans l'ALD, elle avait des frais médicaux à payer.
et qu'elle voulait se battre pour avoir la LD exonérante, alors que sa maladie chronique n'est pas dans la liste des 30. Mais arrête donc de perdre ton temps, de disperser ton énergie et de te mettre en position de victime. Ton Reels a eu beaucoup d'audience. Tu es contente, tu t'es fait plaindre. Tu es reconnue comme victime du système. Mais so what? Hein? Ça te fait une belle jambe maintenant. Et ben moi, maintenant, avec la vision du recul, j'ai plus de 25 ans de maladie chronique. Et ben, je pense que quand on a dans les 20 ans, quand on est malade, on est bien embêté par tout ça, ça c'est sûr. Mais c'est le moment de concentrer toute son énergie à se soigner et à restaurer un métabolisme encore jeune et donc avec la neuroplasticité d'un cerveau non endommagé par des longues prises chimiques. Et ben, quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, on a encore plein de facultés pour restaurer un meilleur métabolisme. Et surtout au quotidien, la priorité, c'est justement de concentrer son énergie sur la priorité et donc se concentrer à produire ses ressources pour un emploi salarié pour optimiser son avenir. Pourquoi je dis salarié pour optimiser son avenir? Bah écoute la suite. Tu verras, je vais te donner une info capitale. Bon, je m'emporte un peu, mais revenons à notre histoire, à mon histoire. Tu vas me dire, bah déjà, on n'y comprend rien parce que tu as eu la LD alors que tu as la fibro qui n'est pas dans la liste, et puis tu n'as pas eu le droit à ton arrêt maladie alors que tu étais malade. Oh, mais c'est le bordel cette histoire. Bah voilà, il y a la théorie et il y a la réalité. Et une réalité qui change selon les caisses régionales, départementales et selon les années. Tout dépend de la richesse de l'assurance maladie et du sens du vent. Et donc en 2021, je ne vais pas te faire un dessin sur la caisse de la sécurité sociale. Hein? Bref, ça dépend aussi de ton médecin traitant et de ton rhumato, qui est le spécialiste référent de la fibromyalgie. Alors quand je dis ça, ça veut dire ça dépend dans le sens la manière dont sont remplis les papiers. Ça dépend dans le sens de la notoriété, la réputation de ton médecin sur le sujet. Eh ouais, c'est une notion importante, ça. Moi, par exemple, mon diagnostic de fibromyalgie a été doublement établi par un médecin traitant et contre-validé par un rhumato vu dans son cabinet médical, mais qui par ailleurs était expert pour la commission de la sécurité sociale. Donc le diagnostic était sérieux, reconnu, et ça c'est déjà fondamental. Mais après, selon les caisses où j'ai déménagé, les départements, etc., les décisions ont évolué. Par contre, le diagnostic a toujours été reconfirmé à plusieurs reprises, car à chaque fois que j'ai déménagé, j'ai toujours fait le choix d'une priorité, trouver le rhumato reconnu du département ou de la région. Alors, ensuite, l'institution, il y a la MDPH, Maison départementale des handicapés. C'est l'institution qui est gérée par le conseil départemental. Donc, au passage, quand tu votes pour les cantons, comme on vient de le faire en juin 2021, eh ben, tu votes pour la MDPH. Et donc, qui va la gérer? Je dis ça, je dis rien. Alors, j'ai eu la reconnaissance travailleur handicapé en 2007 et cela a été renouvelé à chaque fois sans problème, tout comme la carte mobilité inclusion. Alors, attention, cette carte mobilité inclusion, souvent on appelle ça la carte d'invalidité, alors que non, c'est juste une carte de mobilité handicap qui te donne la priorité dans les files d'attente ou les sièges dans les transports en commun ou dans les salles d'attente. Bon, ne confondons pas tout comme je le vois souvent. Et non merci, moi je ne le veux pas, la carte handicapée pour ma voiture. Pour la place de parking. Non, 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 non. Parce que le jour où ma voiture aura ça, ça voudra dire que moi, je ne peux plus marcher. Alors non, faisons en sorte de marcher. Bref, la reconnaissance travailleur handicapé et la carte mobilité inclusion, ça ne donne pas d'allocation. Ça ne donne pas de sous. L'allocation adulte handicapé
AAH de 453 € pour un célibataire. Et au passage, si tu es marié, ça dépend du revenu de ton foyer fiscal. Donc, autant traduire concrètement que dans ce cas, tu es totalement dépendant de ton conjoint. Bref, no comment. La hache est décidée par la MDPH et versée par la CAF. La hache est attribuée avec le taux d'handicap supérieur à 80%. Et autant te dire que moi, on m'a attribué 79% et je ne saurais pas te dire quel est le 1% qui fait la différence dans mon handicap concrètement. De toute façon, j'ai toujours travaillé, donc je n'en ai pas eu besoin. Et bref. Alors, nous voilà en 2016. J'étais au bout du rouleau de tous les rouleaux, comme je l'ai raconté plusieurs fois dans ce podcast et dans mon livre de témoignages. Et un organisme d'aide sociale que j'ai consulté en 2016 m'a accompagné pour constituer mon dossier d'invalidité. Et franchement, je ne savais même pas que c'était possible pour la fibromyalgie. Je croyais que c'était que pour les handicapés en fauteuil roulant. Car évidemment, comme tout le monde, moi, je croyais que handicap et invalidité, ça voulait dire que tu es en fauteuil roulant ou que tu n'as pas toute ta tête. Non. Concrètement, les maladies invisibles, ça représente 80% des handicaps reconnus et tu es en invalidité si ta capacité de travail est réduite de plus de 2/3. Ce qui était mon cas, et ça l'est toujours, car je travaille là, maintenant, mais très, 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 très peu, d'une façon très optimisée, dans un cadre extrêmement adapté à ma santé. D'où l'importance d'optimiser ses conditions de vie, son écosystème de vie. On reparlera de ça, des conditions de travail. Mais pour terminer sur l'invalidité, si tu lis bien les informations, tu noteras que le montant de la pension d'invalidité est calculé selon un algorithme extrêmement secret. Mais ce qui est clairement dit, c'est que c'est calculé à partir de tes 10 meilleurs salaires annuels moyens. Donc, concrètement, si tu n'as pas été 10 ans salarié, le calcul ne sera pas fait. Je répète, 10 meilleurs salaires annuels moyens. Donc, concrètement, si tu n'as pas été 10 ans salarié, le calcul ne sera pas fait. Voilà. Tu as tout le temps de mettre ce podcast en pause et de réécouter les petits détails assez capitaux que je viens de te transmettre. Autant te dire que je ne savais pas du tout cela sur mon chemin. Ça non. Et j'ai découvert au fil des choses, au fil des hauts et des bas, et surtout dans les bas. Alors, s'informer est toujours possible, plutôt avant qu'après les catastrophes qui te précipitent sur la planche très savonneuse de la précarité. Que la pension d'invalidité, c'est 50% des moyennes et des trucs. Donc, tu es en dessous du seuil de pauvreté. Mais c'est très bien. Alors, je voudrais te poser comme question aujourd'hui, c'est d'abord, si tu es malade de la fibromyalgie avec tout le bazar que ça représente et la variabilité de ta capacité de travail, les hauts, les bas, les douleurs, et patati, le temps pour les soins, et nanana, compte tenu de tout cela, est-ce que tu as de l'énergie pour te battre contre l'assurance maladie, contre la MDPH, contre l'institution de santé en général? Est-ce que tu penses que ta colère va t'aider à porter tes dossiers quand tu demandes de l'aide? Est-ce que tu penses, très sérieusement, que toi, tout seul, tu vas changer le système de sécurité sociale de la France, qui, somme toute, est un des meilleurs du monde, parce que dans quel autre pays au monde a-t-on autant d'aide sociale et dans quel autre pays au monde a-t-on en particulier autant d'assurance maladie payée collectivement? Alors remettons les pendules à l'heure et commençons par remercier notre organisation nationale sur le système de l'assurance maladie, et ça sert concrètement à rien de passer sa vie à réclamer, à se plaindre et à vouloir que l'État paye tout pour ta santé. Les associations qui représentent les malades font leur boulot, les députés le leur,
et chacun, à sa place, peut faire avancer le débat. Alors, tu fais tes choix. Tu choisis où tu mets ton énergie. À l'extérieur, parce que tu penses que la solution vient de l'extérieur et que de toute façon, c'est à l'État de payer pour ta santé. Allez, monte sur ton cheval de bataille et vas-y. Ou tu choisis ta responsabilité d'être acteur de ta vie et tu concentres ton énergie d'abord à aller mieux. Car la priorité de toutes les priorités, d'archi toutes les priorités, c'est de tout faire pour aller mieux. Voilà. Alors toutefois, avec le temps, justement, en vieillissant, pas à 20 ou 30 ans, mais après quelques années de maladie, et vraiment avec le temps, quand on arrive à la cinquantaine, avec plus de 20 ans de maladie chronique, eh ben, c'est pas le même tableau. Les capacités de restauration du métabolisme rentrent dans un certain épuisement qui fait qu'on peut vraiment se trouver au bout du rouleau. Sans compter qu'on s'en reprend d'autres couches avec les divers problèmes de la vie, voilà, divorce, chômage, et patata, et gna gna gna. Bref, voilà, c'est pas facile. Et avec le temps, c'est de plus en plus compliqué. Quand j'ai fait ma demande d'invalidité en 2016, j'étais vraiment au bout de tous les rouleaux. Et le rendez-vous avec le médecin conseil s'est très bien passé, car j'étais en capacité très précise de lui expliquer ma situation. Et très calmement. Pourquoi? Parce que j'avais fait ce travail de préparation avec le coach dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois, avec qui en 2016 et 2017, j'avais tout mis à plat. Et bien, avec ce coach, j'ai préparé mon dossier papier et j'ai préparé l'entretien oral. Ce qui fait que je suis arrivée au rendez-vous avec le médecin conseil, sereine, calme. Je lui ai présenté ma situation de façon très claire, avec des éléments très précis, et ça a permis de faire une discussion entre adultes responsables. Et non pas un combat, comme je l'ai pu l'entendre à côté, avec des portes qui claquent. Tu vois ce que je veux dire, hein? Merci de m'avoir écouté, monsieur de la sécurité sociale, et d'avoir compris ma situation. Et donc maintenant, justement, à mon tour de pouvoir t'accompagner là-dessus. Alors, pas sous l'angle médical ou administratif, ce n'est pas ma compétence, mais sur la question de la posture et de la manière dont tu te présentes dans tes relations avec les soignants, et là, dans cet épisode, avec l'institution médicale. Et ça, crois-moi, la manière dont tu te présentes, ça change tout. Et se présenter avec dignité et sens des responsabilités, avec un mental calme et confiant, parce qu'on a préparé son dossier médical, parce qu'on a préparé son dossier de demande d'invalidité à la CPM ou d'handicap à la MDPH ou toutes les autres démarches. Tout ça, c'est tout un boulot. Et ce n'est pas en balançant le formulaire à ton médecin à remplir pendant une consultation de 10 minutes dans le brouhaha général. Non, ce n'est pas comme ça. Non. Et puis, c'est pas en arrivant non plus, les mains dans les poches et toute sa hargne en drapeau façon Jeanne d'Arc sur son cheval de bataille. Non, c'est pas comme ça que ça va créer un entretien avec le médecin conseil dans les bonnes conditions. J'insiste là-dessus parce que quand je vois ce que je vois sur les réseaux sociaux et ce que j'ai vu dans les salles d'attente quand j'ai vécu tout ça, bref, il y a toujours un entretien et il y a toujours un dossier papier à préparer pour toutes tes démarches majeures avec l'institution. Et moi, maintenant, avec ma compétence de coach sur la préparation mentale et sur la posture dans les relations, le tout combiné avec mon expérience de malade, justement, je peux t'apporter un accompagnement de valeur pour que tu traverses ces étapes, je n'irai pas jusqu'à dire ces épreuves, mais quand même un peu des épreuves, les traverser dans les meilleures conditions. On en reparlera dans d'autres occasions sur les réseaux sociaux notamment, mais je vais bientôt faire des webinaires cet automne pour parler de tout ça. Mais bon, pour l'instant, restons dans le podcast. Je voudrais conclure cet épisode en disant que je voudrais absolument que tu comprennes que avoir l'ALD
la reconnaissance travailleur handicapé, percevoir l'allocation AAH handicapé ou la pension d'invalidité. Eh bien non, non et non, ce n'est pas un objectif. C'est une roue de secours. Si après de multiples tentatives pour tenir ton indépendance, ton autonomie financière par le travail, eh bien là, après multiples tentatives, il s'avère que tu as besoin d'une roue de secours plus ou moins ponctuelle. Ok, mais franchement, non et non, ce n'est pas un objectif. Si tu mets toute ton énergie à obtenir l'ALD, l'ARQTH, l'AAH, la carte mobilité et patati comme des trophées de victimes, si tout ton objectif c'est que l'État paye pour ta santé, bah autant te dire tout de suite que moi je ne suis pas du tout d'accord avec cet objectif, mais chacun fait ses choix. Je ne juge pas. Je fais les miens. Et dans mes choix, je ne te prendrai pas en coaching si tu viens me demander, Madame, comment on fait pour avoir la LD, la RQTH, la H, la carte mobilité? Ah, ça non. Non, non, je ne rentre pas dans ce dispositif-là et dans cette course à l'échalote. Car ton objectif prioritaire, c'est de restaurer et préserver ta santé, de préserver et restaurer ton autonomie financière. Et ça, justement, il y a mille et une choses à faire. Et c'est de ça dont je te parle en long, en large dans le podcast. Et puis dans tout mon coaching, on travaille sur ces points-là pour restaurer ton autonomie ou la préserver. Mais d'accord, je suis d'accord, à un moment, on arrive au bout du rouleau. Et finalement, après avoir épuisé différentes pistes, différentes solutions, toutes les ressources, bah oui, là, il faut se donner les moyens d'attraper la bonne bouée pour ne pas se noyer et prendre l'aide sociale comme une roue de secours, mais pas comme un dû. Donc là, oui, je pourrais t'accompagner. Voilà, tu connais ma position sur la question et ne compte pas sur ma complaisance sur le sujet. Eh ouais, tu vas te dire, qu'est-ce que c'est que cette conne, qu'est-ce que pour qui, gna gna gna, etc. Bah oui, c'est dur. Mais pour être responsable, être adulte, c'est dur, c'est pas moi, c'est la vie. Et la dignité, ça n'a pas de prix. Voilà, je voudrais juste faire une petite parenthèse ou je ne sais pas, appelle ça comme tu veux. Je voudrais vraiment insister sur ça. Il y a des personnes qui m'ont dit que j'avais tendance à être dure et autoritaire et cassante, tranchante, etc. Et là, évidemment, si tu me lances sur cette question de l'autonomie financière et de l'aide, moi, je suis reconnaissante d'avoir pu avoir des roues de secours, des bouées de sauvetage pour ne pas me noyer sur les différentes étapes de mon parcours. Et j'ai vraiment eu un parcours extrêmement difficile, hein, parce que là, je parle de la fibromyalgie, mais j'ai eu aussi l'endométriose, j'ai fait une dépression, j'ai fait un burn-out, j'ai eu des deuils à traverser seule, toujours toute seule, et des périodes de chômage comment dire, sans allocation, etc. Bon, quand je raconte mon parcours, déjà, j'ai simplifié et voilà, on va pas, c'est déjà pour moi toute une étape de raconter tout ça. Donc moi, je suis pas du tout dans le registre, ah, regarde toutes les catastrophes que j'ai eues, vas-y, plains-moi. Non, je ne suis pas victime. C'est ma vie et le parcours a été comme ça, mais il y a des apprentissages à prendre, à faire. Et justement, quand j'ai décidé en 2016 de devenir coach, j'aurais pu décider de faire autre chose, hein, de partir faire de la peinture, d'écrire des bouquins. Moi, j'ai toujours voulu être un écrivain, ben, j'aurais pu me consacrer à ça. Voilà, mais non, j'ai décidé d'être coach justement pour accompagner les personnes et éviter qu'elles perdent tout le temps que moi j'ai perdu et éviter qu'elles s'enlisent comme moi je me suis enlisée dans une spirale très négative et où à chaque fois pour remonter la pente, ben merci bien quoi. Hein. Donc voilà, moi j'ai décidé d'être coach pour ça, pour faire gagner du temps, pour apporter mon expérience et quand je vois, notamment sur les réseaux sociaux, que vous êtes certains malades dans cette colère de Fibro Warrior, de Fibro Spider, à vous plaindre, à faire des pétitions, à vouloir la LD, à vouloir ci et ça, etc. Bah,
Ça me fait de la peine, quoi. Ça me fait de la peine parce que vous êtes en train de disperser complètement votre énergie à l'extérieur, alors que la solution, elle vient de vous, de votre intérieur. Vous avez mille choses à faire, à changer dans votre écosystème de vie qui, petit à petit, de petit pas en petit pas, ça va remettre en positif et ça va relancer la spirale. Et de petit en petit, les choses vont s'améliorer. Alors évidemment, hein, ce n'est pas un bouton clic on-off en 2 jours. J'arrête de manger du pain, j'ai plus mal au ventre. Non, ça ne marche pas comme ça. Je ne peux pas marcher. Moi, j'ai mis 10 ans hein, pour remarcher. Donc, bon, voilà, je raconte tout ça pour dire que c'est compliqué. Mais que si on continue à faire des mauvais choix qui ne font qu'enliser et accélérer la spirale négative, et d'être dans la colère et d'attendre que la solution vienne de l'extérieur, bah, ce n'est pas moi qui suis dure, qui suis autoritaire, qui suis cassante et intransigeante. C'est la vie. La vie va vous renvoyer toujours des difficultés et puis une couche et encore une autre, etc. Et quand vous irez à la Sécu présenter votre dossier, vous vous prendrez une porte qui claque, on vous dira non, même si en termes de maladie, ça aurait été justifié. Parce que là, je ne parlais pas de ça, hein, équivalence de tableau médical. Il y a des gens qui n'ont pas d'aide et d'autres qui l'ont. Pourquoi? Pourquoi? La bonne question, c'est ça. Pourquoi? Il faut savoir présenter son dossier médical, il faut savoir se présenter comme un adulte responsable avec calme et pouvoir mener un dialogue et pas être dans de la bataille, de l'exigence, du militantisme, de la revendication. Là, vous n'aurez rien. Et je dirais, ça sera bien normal. C'est pas comme ça que ça marche. Ça ne sera pas vous rendre service si votre seul objectif, c'est d'avoir une allocation parce que pourquoi, voilà, justement, parce que pourquoi. C'est ça la bonne question. Donc, on va continuer dans les autres épisodes où je vais peut-être être dure aussi hein, dans les suivants. Mais je voudrais arriver à décapsuler ces réflexes où voilà, on est dans la bataille et dans la revendication et bon, hein, faut arrêter ça. Ça, c'est déjà la première chose à faire et il faut vraiment prendre conscience qu'on peut faire plein de choix. Alors, je me calme et je te répète que j'ai imaginé cette saison 2 comme un premier tour de piste de questions que tu peux te poser pour justement faire le point de ta relation avec la maladie chronique. Et surtout, comment tu vis tes relations dans ton écosystème de vie. Alors, je répète encore et encore, parce que c'est tellement fondamental. La première clé, c'est déjà de comprendre qu'on construit soi-même son écosystème de vie avec les choix qu'on fait, les petits comme les grands. Il faut intégrer le fait que la maladie chronique, c'est chronique. Voilà, on joue sur le long terme. La chronicité, ça veut dire qu'on ne va pas mourir de notre maladie. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Mais le truc, super compliqué, mais fondamental, c'est de bien comprendre qu'on part pour un long parcours avec des contraintes. Alors, il va falloir vivre avec la maladie chronique. Autant commencer par se donner les moyens de s'adapter et de tout faire pour améliorer ce qu'on peut améliorer, modifier, adapter, changer, transformer pour mieux vivre avec la maladie chronique. Et voilà pourquoi tout mon propos repose là-dessus. Et quand je coach quelqu'un, quand je coach un malade chronique, on travaille sur cette question de la chronicité pour faire du temps un allié plutôt qu'une contrainte. Car oui, je te le confirme, c'est vrai. On peut retourner la spirale du pire en spirale du pire. On peut retourner le cercle vicieux en cercle vertueux. Ça, je t'assure que c'est vrai. Mais il faut prendre des choix. Et des fois, c'est pas facile, mais il faut les faire. Sortir du brouillard, retrouver le soleil et les couleurs de la gourmandise de ta vie, je t'assure, tout ça, c'est pas du blabla. C'est vrai. Et on peut retrouver de la joie pour construire son projet de vie sur le tapis magique du flow. Te relier à toi d'abord, aux autres et aux vivants, à plus grand que toi. Bref, à reprendre une vie avec de la vie. Voilà, de la vie avec de la vie. Ah là là. Bon, alors, le mot de la fin pour cet épisode de la saison 2. Bah, toi, oui, toi là. Que fais-tu pour mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique? Comment
je pourrais t'accompagner encore mieux. Alors, j'ai fait un gros travail cet été sur mon site internet. Tu peux consulter roulemapoule.network. Tu trouveras beaucoup d'informations complémentaires et aussi mes offres de coaching. Alors, je te donne une info en avant-première. En septembre, j'ouvre 5 nouveaux créneaux de coaching et de mentorat, dont 3 en coaching solidaire. Va voir tout ça sur mon site roulemapoule.network et profites-en. Si tu veux prendre un rendez-vous pour une séance gratuite de coaching, pour qu'on fasse un premier point et voir comment je peux t'accompagner sur ton chemin de résilience, pour que tu vois comment améliorer, changer, transformer ton écosystème de vie, et ben voilà, tout ça te permettra d'aller mieux. Alors va voir sur mon site roulemapoule.network. Voilà. Allez, viens, accroche ton casque et on part ensemble. On part ensemble rallumer les étoiles pour mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Allez, zou, roule ma poule. Et puis, bah, si tu trouves que j'ai l'air autoritaire, cassante, brutale, tout ça, bah, ça veut dire que je mets le doigt sur des choses qui te dérangent. C'est pas moi, c'est l'effet miroir. Et si je te dis tout ça, c'est pour pas que tu revives la galère comme moi je l'ai vécue, hein, parce que passer 15 ans à se battre contre la maladie, contre tout et tout le monde, bah franchement, je trouve pas ça très intelligent, les choix que j'ai faits, moi. Voilà, c'est pour ça. Eh oui. Bon, allez, allez, zou, roule ma poule. Suite au prochain épisode, là, ça va pas être rigolo non plus le prochain. Je préfère te prévenir, mais il faut mettre le doigt sur les... Hein, allez, c'est parti. À plus.